qualifions à Saïdia d'inondation ne peut pas être assimilé aux inondations beaucoup plus intenses répertoriées au pourtour de la Méditerranée. J'évoque ici le cas des épisodes pluvieux de Sévérone ou ce qu'on a vécu hier, par exemple, les exemples de Madame le professeur sur le Var en 2010. Là, c'est l'inondation, la définition de l'inondation, mais d'une autre façon, moins intense. La situation géographique. Saïdia, plutôt la plaine de Saïdia, est localisée à l'extrême nord, à l'extrême nord du Maroc, sur le littoral méditerranéen. Elle est limitée au nord par la Méditerranée, au sud par les collines d'Oulad Mansour. La plaine de Saïdia est délimitée à l'est bon, ça ne marche pas. Délimitée à l'est par la frontière, bien sûr, géopolitique, mais par le Oued Kiss et par le Oued Melouia vers l'est. Les caractéristiques de la vulnérabilité du terrain de l'inondation. Là, ce que vous voyez là, juste en face, c'est la plaine de Saïdia sur la carte. Une plaine qui est plane, de faible altitude, moins 1 à 6 mètres d'altitude, par rapport au niveau de la mer. Sa largeur est seulement de 5 km, ne dépasse pas 14 km. Surplombé du côté sud par les collines d'Oulad Mansour, certes peu élevé, moins de 120 mètres, mais la dynamique du ravinement côté plaine suppose un ruissellement particulièrement agressif. Elle dispose d'une nappe phréatique très proche de la surface, de 1 à 4 mètres. Suivant les secteurs, il y a un risque d'affleurement de la nappe phréatique. L'aléa climatique, les précipitations. Commençons par la moyenne. En se référant à la moyenne, à la seule moyenne pluviométrique, la réalité pluviométrique est loin d'être acquise. La moyenne se situe entre 300 et 400 mm. Elle est calculée depuis 1951 par Henri Gossen sur une période allant de 1915 à 1949. Elle reste sur les mêmes écarts en 1962-86 par nous-mêmes, et plus récemment en 1963-2014 par LL 2017. Alors la moyenne, ça fluctue entre 300 et 400 mm. Pour ce qui est des extrêmes, là, c'est autre chose. En se référant aux extrêmes pluviométriques, la réalité est autre. Le total varie de 100 mm en 1983 à 640 mm en 1963, ou de 120 mm en 1998 à 580 mm en 2010, alors un écart de 540 mm et 460 mm. Et là, vous voyez les fluctuations durant les années, avec une moyenne de cette période qui ne dépasse pas les 375 mm. L'intensité et ou l'abondance pluviométrique. Là, vous allez comprendre comment j'ai utilisé l'intensité et l'abondance. C'est le cas le plus conséquent quand il s'agit d'inondation, sauf que dans notre cas, un certain nombre d'incertitudes est à noter. L'intensité d'une averse s'exprime par le rapport entre la hauteur de pluie mesurée et la durée de l'averse. Elle caractérise donc la force et l'énergie de la pluie plutôt que sa hauteur. Obtenir. C'est ça le problème. Obtenir de telles informations nécessite au moins une station qui fournit des mesures ponctuelles. Malheureusement, cela fait défaut sur l'ensemble de la plaine de Saïdia. Là, on se retrouve devant le premier dysfonctionnement, c'est l'absence de station. Cette fois, elle est météorologique. Avec l'absence de telles mesures, notre étude devra faire appel au total journalier. On va se cantonner sur le total journalier, à l'observation sur le terrain et à l'expérience de l'analyse des systèmes pluvieux.
Quelques cas de pluie exceptionnels. On va donner des cas. J'ai choisi des cas en fonction des décennies, un cas par décennie, pour montrer que les systèmes pluvieux qui génèrent de la pluie n'ont pas changé beaucoup, comme vous allez le voir. Le but ici, c'est de nous montrer l'énorme quantité d'eau que reçoit le secteur de Saïdia pendant certains épisodes pluvieux et la spécificité de leur système générateur. Là, le premier cas, c'est des années 80. Vous avez là des chiffres qui montrent clairement Saïdia, 150 mm en un jour, 42 plus 42, 48. Alors 48 mm. Le total, 240 mm en 3 jours. L'équivalent de à peu près plus de 50% de total annuel. Pour qu'il y ait des systèmes pluvieux, on fixe l'image satellitaire, on voit un amas, bien sûr, un amas très bien organisé sur la région, avec un vortex assez dynamique sur la région, sur l'Algérie, à cheval entre le Maroc et l'Algérie, bloqué, c'est ça l'essentiel aussi, bloqué au nord par un anticyclone. C'est-à-dire, c'est l'anticyclone qui bloque ce système nuageux et ce vortex, et qui le laisse durant 2 jours ou 3 jours sur le littoral marocain, avec un flux bien sûr du nord-ouest. Et ce flux du nord-ouest donne ce qu'on voit en haut sur le tableau. Le deuxième cas, c'est les années 90. Ça cumule 171 mm, c'est toujours dans le même sens. Et pour qu'il y ait des systèmes pluvieux, on voit sur l'image à peu près le même système, le même amas nuageux, avec l'organisation du vortex sur la Méditerranée et le Maroc oriental, bloqué toujours par l'anticyclone au nord. Et la goutte froide sur la carte météo, elle est claire sur la région, une goutte froide bien nette. Le troisième cas, c'est les années 2004, le 14 mars et le 15 mars, un total de 157 mm, avec à peu près les mêmes images, le vortex et l'anticyclone, qui fait abri pour la suite du système vers le nord-est. Le nord-ouest. Bref, voici ce qui ressort. La quantité d'eau reçue, facteur premier de l'inondation, n'est pas seulement une affaire des moyennes et des totaux, c'est un vécu quotidien qu'on peut lire à travers des chiffres quotidiens et des observations sur le terrain. Les dysfonctionnements d'aménagement, les pratiques aggravantes. Pour moi, ça, c'est essentiel. La partie climatique, c'est naturel, ça existait depuis l'extant, mais les changements au niveau des aménagements, ça, c'est récent. Nous prenons en compte ici que la présentation des facteurs aggravants directement observables. C'est directement observable sur le terrain. Il s'agit surtout des conditions ou des dysfonctionnements d'occupation des sols et des pratiques urbanisme. A. L'équilibre perdu. Il y a un équilibre perdu, comme vous allez le constater. Jadis, les inondations passaient inaperçues avant. Pour l'historique, pour démontrer cet équilibre perdu, la station balnéaire de Saïdia du Christ a été créée en 1927 et en 1936, on y dénombrait seulement 210 habitants. Les autochtones s'installaient sur les parties élevées de la plaine et trouvaient un certain équilibre en exploitant les secteurs bas en intermittence. Les villas situées sur le front, là entourées du cadran, les villas situées sur le front de mer sont les premières maisons qui furent construites. Pour remédier à l'excès d'eau dans la plaine, le protectorat a fait planter à peu près 500 500
fait planter 560 hectares de forêt d'eucalyptus. Et comme vous le savez, l'eucalyptus est un arbre consommateur d'eau qui transfère l'eau de la nappe phréatique vers l'atmosphère par l'intermédiaire, bien sûr, de l'évapotranspiration. Et à cause, bon, maintenant, ce que vous voyez là sur les photos, les images, c'est qu'il reste de la forêt. Le long de la côte, il y a quelques hectares, et au centre de la ville de Saïdia, il y a quelques vestiges qui démontrent l'existence de cette forêt jadis. À cause du déboisement, ce qui reste de la forêt ne dépasse pas 30%. Alors, il y avait un équilibre, l'équilibre est fait par la forêt, par le genre d'habitation, l'extension des habitations, et par les gens autochtones qui colonisaient seulement les collines élevées. C'est un équilibre perdu. Maintenant, cet équilibre est perdu. Ce qui est maintenant récent, c'est tout d'abord, je vais commencer par une réalité controversée. Pourquoi controversée? Je vais le démontrer. Là, vous avez un graphique. Vous avez la population de Saïdia de 1960 à 2014, c'est-à-dire plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Et vous voyez, la population n'avait pas trop. 2102 à 8750. Par contre, ça c'est une réalité, à partir des recensements de 1960 jusqu'à 2014, mais une autre réalité, c'est que la population de Saïdia grimpe à presque 300 000 durant la saison estivale. Bon, vous avez 8 000 pendant l'année et vous avez 300 000 pendant seulement la saison estivale, et quelquefois plus. Il y a 2 ans, 3 ans, que le ramadan était durant le mois de juillet, il y avait plus que 300 000 pendant une période de 15 jours, le mois d'août. Alors ça crée vraiment un problème immense. La consommation, ça crée quoi? La consommation rapide de l'espace et les dysfonctionnements s'enchaînent. Extension, cette population, il n'existe pas toute l'année, mais il existe pendant l'été. Et ça engendre quoi? Ça engendre une extension des bâtiments vides, presque toute l'année, sur une plaine basse. Ce que vous voyez là, vous avez des bâtiments, la majorité des bâtiments ils sont vides pendant toute l'année, et ça crée un problème sur la plaine, cette partie basse de la plaine. Ça donne une zone imperméable et une présence sensible de l'eau. Après une succession d'épisodes pluvieux, on assiste à un cumul d'eau dans le sol non négligeable, comme vous voyez sur les photos. Absence de réseau des eaux pluviales, ça c'est un problème. Au bassin de rétention, il n'y a même pas de bassin de rétention. Le seul bassin, il longe, on va le montrer tout à l'heure, il longe les collines d'où la sol, mais ce n'est pas suffisant. Là, c'est des photos qui sont récentes. Là, les photos qu'on trouve au-dessus, ce sont des photos récentes. Problèmes liés à l'évacuation de la pluie, sans réseau, certains quartiers se retrouvent inondés. Là, la photo là à droite, en bas à droite, dans ce cas, la route fait barrage. Comme vous voyez, même les routes, ils sont surélevées par rapport au quartier. Alors l'eau stagne à l'intérieur des quartiers, et la solution, c'est le pompage. C'est le pompage, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Des constructions en zone inondable sur des terrains bas ou mal drainés. Ici, ce qu'on voit sur la photo, il est à moins de 1 mètre de profondeur. La nappe, elle est à moins de 1 mètre. 50, 60 et 70 centimètres. Et comme vous voyez, ils sont en train de poser la première pierre d'un lotissement. Les incohérences techniques de l'aménagement, ça c'est un autre problème et très grave. Pompage excessif, rapide, qui rend instable un sol constitué de sable. Là, vous avez sur la photo, là d'en haut à gauche, vous avez plein de tuyaux à l'intérieur d'un sol sableux. Et le pompage, il est vraiment puissant. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on déstabilise le sable et ça crée un effondrement vers le bas.
Là, vous avez un bassin provisoire pour le pompage, et vous voyez l'eau. On pompe pour mettre de l'eau juste à côté, pour placer les canaux d'assainissement. Et là, ça crée un problème. Là, vous voyez sur la photo l'affaissement du regard, l'affaissement de la voirie, des routes, etc. Effondrement répété des voiries, effondrement des canaux d'évacuation, des eaux usées récemment installés. Comme vous voyez sur la photo, au milieu de la route, l'effondrement du regard. Et même cette route, chaque fois, il y a des effondrements, on met du goudron dessus et l'année prochaine on met une autre couche, etc. Déviation des écoulements et accélération de ruissellement par le pompage. Là, on pompe l'eau d'un quartier pour le mettre sur la voie publique de l'autre côté et on ouvre une brèche au milieu de la route sur le regard d'assainissement pour évacuer l'eau. Et là, ce que vous voyez là, avant, c'était le passage naturel de l'eau vers la mer. Là, on va de l'autre côté, vers le sud, vers les Oulad Mansour. On dirige l'eau vers l'Oulad Mansour. Tout l'eau qui est pompée, on le dirige vers les Oulad Mansour. Et on crée un déséquilibre au niveau des rétentions du sol et des effondrements. Aménagement des espaces imperméables. Vous voyez, il y a plein de parkings. Accentue le ruissellement urbain, charrie des déchets solides de collecte et d'obstruction entrée du réseau d'assainissement. La solution, on peut mettre des parkings enherbés ou avec du sol battu. Un cadre de vie malsain pour une ville touristique. La dynamique lente de ce phénomène perdure plusieurs semaines et ses effets sur la qualité de vie des riverains devient insupportable. Une solution qui longe les Oulad Mansour, là sur le canal que je vous ai dit tout à l'heure. La structure vulnérable du terrain, le risque d'inondation et de consommation d'espace rapide demande des réflexions plus adaptées à la réalité sociale immédiate. À notre avis, le mal vient aussi de l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de la plaine. Je vais terminer par une solution citoyenne pour donner l'importance à la société civile pour trouver des solutions, au moins des solutions qui sont adaptées à certains espaces. Là, bon, je vais présenter l'association directe. Un cas de bonne gouvernance. Suivez avec moi, s'il vous plaît, la mutation de ce quartier. Avant, il y avait un sol nu avec des habitations des autochtones. Au début, c'était des maisons avec de la terre battue. Maintenant, puisque les enfants sont à l'extérieur, à l'étranger, ils ont reçu de l'argent, ils commencent à bâtir certaines maisons. L'association a acheté ce terrain, nu, sans rien. La mairie leur a proposé un plan avec une piscine au milieu. Ils ont refusé parce que c'est une association vraiment de la société civile qui... Ils ont fait leur choix, ils ont mis un jardin au milieu. Le quartier en 2008, puis ils ont commencé à reboiser à nouveau, le quartier, et vous allez voir le résultat. Là, le jardin, là vous avez 2008, là vous avez 2017, et ça montre le changement. Ils ont même, ça c'est très important, ils ont même creuser un puits dans la nappe phréatique pour arroser la végétation du quartier. Le puits, il est spécial. Ça demande de temps pour expliquer comment ils ont fait. Par contre, les mairies, l'État construit des golfs et arrose avec de l'eau potable. Et merci de votre attention. طيب شكرا يا أستاذ على هذه المداخلة. وآن الأوان لأفتح باب النقاش، باب التدخلات لأجل المناقشة.
سأبدأ في تحديد لائحة بأسماء المتدخلين. سأفتح لائحة بأسماء المتدخلين لمناقشة ما جاء في هذه الجلسة. جيد. سلام. أي سأكتفي بهذا العدد لأن الوقت يزاحمنا، وأعطي الكلمة للأستاذ جهيد. شكرا. بالنسبة نبدأ بالأستاذ أرزاف. إذا خصوصا ما يتعلق بالخريطة، خريطة الفيضانات بالنسبة للمغرب، لم أتمكن من معرفة مصدر وكيفية إنجاز بطبيعة الحال هذه الخريطة، لأن الخريطة لابد أن تعتمد إذن على معايير لأجل إبراز إذن كيفية بطبيعة الحال حدوث هذه الفيضانات، ثم توقعات حدوث إذن هذه الكارثة المسمى بالفيضانات. ثم بالنسبة للحكامة والتدبير، ربما هناك بطبيعة الحال ليس هناك تداخل، ليس هناك خلط بطبيعة الحال بين الحكامة والتدبير، ولكن هناك اندماج. في نظري أعتقد أن التدبير إذن يأتي بعد الحكامة، بمعنى مرتبط بالحكامة. إن كان هناك تدبير حسن التدبير بمعنى أن تكون حكامة إذن حسن، ليس هناك فرق بطبيعة الحال. وفي نفس السياق بطبيعة الحال أعود إلى الأستاذ القاشي. Parce qu'il a utilisé deux mots là, tu vois, ce qui est la variabilité. J'ai entendu parler de la variabilité du changement. Donc, lorsqu'il s'agit d'un paramètre climatique ou un paramètre tel qu'il est, soit température, il s'agit d'une terminologie, normalement, qu'on utilise, la variation ou la variabilité. Et le changement, c'est un terme ou une notion globale pour le climat. Donc je ne vois pas que vraiment qu'il y a une grande disparité dans l'utilisation du mot variabilité, changement. Et j'arrive pas, en typologie, vous avez utilisé fragile, climat, fragile, jamais entendu en tant que climatologue. Donc il s'agit de climat aride, semi-aride, humide, donc fragile pour le sol, pour la nature, il est fragile, l'environnement. Donc, si vous êtes d'accord. Pour les vagues chaudes, le truc, vous avez utilisé beaucoup stress hydrique, donc tout ça est classique pour la climatologie marocaine. Donc c'est pas automatiquement qu'on arrive au bien. On fait allusion à l'utilisation du changement climatique pour faire mettre l'action sur ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, même au Maroc, il n'y avait pas vraiment une liaison assez étroite au changement climatique. Tout ce qu'on voit pour la sécheresse, tout ça, donc c'est classique lorsqu'on analyse des situations au sol ou bien en altitude. Donc si on revient sur les causes de Niño, comme ça, donc c'est classique ça. Le terme de la précoce, vous n'avez pas utilisé, mieux d'utiliser la précoce d'alerte. Comme en France, on utilise la précoce d'alerte pour les ondes d'inondation. Voilà. L'indicateur du débit
Donc, pour la caractérisation de la sécheresse, vraiment, j'ai pas saisi bien la méthode sur laquelle vous avez surtout déterminé. Bon, pour le SBO, là, la spatialisation des pluies, là. Est-ce que, comment? Parce qu'il y a des facteurs géographiques. Parce qu'on tombe beaucoup normalement lorsqu'on utilise soit des modèles, tu vois là, la modélisation ou sans modélisation, des logiciels comme ça, surtout pour l'étude de la spatialisation, et ils camouflent donc tout ce qui est géographique. Et la spatialisation des pluies donc devient erronée dans les résultats. On ne va pas faire une conférence parallèle. Vous avez des remarques, ça finit pas, vous pouvez avec les collègues. نعم أترك الكلمة للأستاذ خوخي باختصار الأستاذ لأن الوقت يزاحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. Bon, je vais essayer d'être un peu bref et faire le bilan. Je remercie le comité, je remercie tous les intervenants pour la richesse. Alors, on va essayer oui, je vais essayer d'introduire le remerciement par des questions. Alors, سأبدأ بالمداخلة الأولى وأطرح سؤال حول ضرورة تحدثتم عن ضرورة تعبئة الجهود لتهيئة مندمجة للحد من التأثيرات الطبيعية على الأراضي الفلاحية. فالتساؤل: ما هي هذه التدابير الآنية؟ فنحتاج إلى تدابير آنية وحلول. السؤال الثاني يتطرق للمداخلتين اللتين تحدثتا عن l'étiage. Je vais m'adresser aux exposés sur les étiages. Les deux intervenants, chacun a traité un terrain différent. Et vous avez fait une étude statistique à base en général de deux indicateurs. Vous avez cité le QMNA et le VCN. Alors, dans le deuxième exposé, c'était d'autres citations. Ma question sur deux cycles. Premièrement, y a-t-il d'autres indices? Puisqu'il y a d'autres, pourquoi le choix de QMNA et VCN? Surtout qu'au niveau de l'étude statistique, vous avez fait la corrélation, vous avez trouvé qu'il y a une concordance. Donc une grande corrélation. Pourquoi l'étude des deux spécialement? Et relativement au côté législatif, juridique, si on vous propose de poser une étude législative, vous disiez qu'il y a un manque, à ce niveau-là, lequel des deux indices vous allez choisir? Alors, dernière question. متوجهة للأستاذين الذين تحدثا عن الفيضانات، أستاذ أغزال وأستاذ بوسلان. Alors, في هذا النطاق أتساءل في إطار الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي لتدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب خصوصا في نطاق الفيضانات. تحدثتم عن رد الفعل وليس الاستباق. تحدثتم عن مؤشرين تاريخ النهر ولا كونتيتي دو أو كمية الماء بالنسبة للأستاذ بوسلان. فأتساءل y a-t-il d'autres mesures؟ هل هناك مؤشرات لقياس توقع الفيضانات كباقي الكوارث الطبيعية مثلا الهزات الأرضية؟ فهناك مؤشرات ديجا تعتمد على معادلات رياضية للقياس، فهل هناك مؤشرات لاستباق الفيضانات؟ سؤال أخير لو سمحتم كبيلون خلاصة لكل المداخلات. فالسؤال مطروح للأستاذ الذي تحدث عن مدينة مكناس. أتساءل: vous avez cité à la fin qu'il faut avoir un plan prévisionnel, un plan de prévision, un PPR. Je vous demande de nous faire le bilan en se basant sur toutes les présentations qui sont présentées aujourd'hui. Est-ce que toutes les indicités, que ce soit les inondations, les étiages, est-ce que c'est actuellement, ils sont en cours de traitement au niveau du PPR de la ville de Médina de Meknès? Et merci. Je vais essayer d'être bref. Pour l'intervention de M. Gachi. Donc, je m'attendais à un modèle hydrologique se basant sur un modèle mathématique pour confirmer l'étiage, chose qu'on n'a pas vue. Donc, il y a aussi une question sur la période de retour. Donc, je m'attendais, comme je viens de dire, je m'attendais à un modèle hydrologique se basant sur un modèle mathématique pour confirmer l'étiage, chose qu'on n'a pas vue. Il y a aussi une question sur la période de retour. Donc, vous êtes basé sur une période de retour beaucoup mensuelle, beaucoup plus que annuelle. Troisième point, vous avez lié l'étude de termination des étiages forcément à l'alimentation des nappes d'eau par le sous-sol. Donc à quel point est-ce que c'est vrai?
Donc, quatrième point, vous avez dit que la pollution d'eau est liée étroitement avec l'augmentation des débits d'eau des eaux usées et la baisse, en même temps, la baisse des débits des cours d'eau. Je suis désolé, c'est pas toujours vrai, parce que pour dire ça, il faut une étude physico-chimique qui détermine la nature déjà des eaux usées, est-ce que c'est domestique, c'est industriel, donc c'est pas toujours juste. Donc, vous avez parlé aussi de la définition de l'outillage, donc étant donné que c'est le débit minime, alors que c'est la moyenne des débits minimes dans une période bien définie. Donc je passe à l'intervention de M. Bourzali et M. Kankura. Donc vous avez parlé des eaux ménagères et des eaux bains, donc il fallait d'abord préciser le type de réseau d'assainissement qui existait avant dans les Médina, parce que c'est important, parce que quand on parle d'un réseau d'assainissement de type unitaire, ça veut dire qu'il y a une collecte des eaux usées domestiques à la fois et en même temps les eaux usées et les eaux pluviales. Donc c'est ce qui pose un problème, parce qu'en cas de forte averse, donc on se trouve à une génération des débordements, des inondations. Et merci. Merci. L'Oustad Rachid. C'est bon, c'est très bien. في هذه الجلسة لقد تم اعتبار الماء عنصرا محددا للتدهور. لقد أصبح الماء عامل للتدهور، سواء فيما يخص التعرية الترابية أو لا تعرية التربة أو الفيضانات أو ما يتعلق بتدهور المدينة، التدهور العمراني، التراث العمراني. فإذا مداخلات كلها تصب في اعتبار الماء عامل خطير. C'est un facteur de risque, c'est un risque, c'est aussi un facteur. هذا هو المجمل، هذه مجمل الخلاصات التي يمكن الوصول بها. وأكثر من ذلك، ما دام الأمر يتعلق بخطر، الماء يستوجب إجراءات لحسن التدبير والتدبير العقلاني. شكرا. شكرا مرة أخرى. أشكر الأستاذة خوكا على السؤال: ما هي التدابير الآنية والحلول؟ من ضمن الحلول الآنية التي أراها كجغرافي ضرورية لتفادي إشكالية التعرية بهذا المجال العطوب، أظن التشجير، إشراك الفلاح ودعمه، إشراكه في جميع البرامج المتخذة عن تطبيق الدورات الزراعية، تتبع مشاريع التهيئة لدعم الناجحة منها وتفادي أسباب فشل مشاريع أخرى. هناك مشاريع أخرى المهم تطرقت الأهم. شكرا. بالنسبة للأستاذ جاهين بطبيعة الحال الخريطة كيف فهناك أطلس للأخطار الطبيعية في المغرب، فبطبيعة الحال موجود عند النسخة من حيث فالحكمة هي شيء متقدم بعد أن نكون قد استفدنا من الأخطاء التي وقعت في التدبير، نكون قد ارتقينا إلى مستوى أعلى من نسميه بالحكم. بالنسبة للأستاذة خوخي، مؤشرات الحالية كثيرة ومتعددة، كاين هناك معادلات رياضية، كاين هناك دراسة ميدانية، كاين هناك تاريخ الحوض، لأن هناك فيضانات قد تعود 5 سنوات، هناك قد تعود إلى 10 سنوات، إلى 50 حتى 100 سنة، ونعرف هذا بطبيعة الحال ببعض المعادلات الرياضية. وشكرا. صافي طيب طيب سالات سي موا كي حنا لا ماشي مشكل. سي الغاشي تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم مرة أخرى. شكرا للأساتذة اللي طرحوا أسئلة. دونك أغلب الأسئلة يمكن كانت في الاتجاه ديال المداخلة. دونك أبدأ بالأستاذ شهيد ميمون. الأستاذ أعتقد على أنكم مناخي تخصص،
j'étais très étonné d'avoir des questions comme ça, surtout au niveau épistémologique, puisqu'on parle, vous connaissez mieux que moi, parce que vous êtes un climatologue, que la variabilité et les changements, c'est pas pareil. Pas du tout. Mais vraiment, il y a un gros fossé. Ça veut dire la variabilité, c'est quelque chose de naturel, on sait le départ. Ça veut dire c'est une chronique, ça commence à une année, et ça se termine dans une année. Par contre, le changement climatique, c'est qu'on n'a pas l'état initial. On ne sait pas l'état initial. Ça veut dire à un moment donné, il y avait un changement. Et le changement, il peut être global. Ça veut dire que c'est des millions et des millions d'années. Et donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, la plupart du temps, aujourd'hui, tout le monde en parle et tout le monde introduit le changement climatique. Or, si, par exemple, on parle du changement climatique, à la limite, on mettra le contexte du changement climatique. C'est acceptable. Mais par contre, de dire le changement climatique et de dire que c'est pareil que la variabilité climatique, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, je pense qu'il faut revoir le côté épistémologique. Pareil, par rapport à la fragilité. On sait bien, vous êtes un climatologue toujours, que parmi les paramètres qui influencent le climat, vous avez des paramètres cosmiques, c'est-à-dire qui sont liés à la création, ça veut dire la Terre, comment elle tourne, voilà, c'est des choses qu'on fait de base. Et vous avez d'autres paramètres, des fois, qui sont plus ou moins géographiques. Et j'ai parlé de la fragilité parce que la fragilité, elle est liée au changement climatique. Ça veut dire, à un moment donné, on avait un tel climat, quelque part, mais à cause des changements climatiques, il y avait tout un changement. Dans quoi? Un changement dans le cycle de l'eau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous ouvrez le poste de télé, vous voyez que quelque part, vous avez des sécheresses et de l'autre côté, vous avez des inondations. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la fragilité. En termes du système climatique, il est devenu fragile. Pourquoi? Parce que, pareil, il faut que je revienne et vous reveniez plus en arrière pour comprendre des choses en rapport avec le phénomène de l'albédo pour expliquer plein de choses. Pareil, pour les termes classiques, c'est pas moi qui ai dit en fait le stress hydrique. Moi, j'ai